ces projets sont très anciens, datent des années 80, et ils ont continué à évoluer avec une expérience pédagogique importante, des retours d'expérience. Et lorsque, dans les années 2000, au début de 2000, il a été évident qu'il allait apparaître des mémoires flash ou des mémoires donc permettant de stocker des quantités d'informations non négligeables, suffisantes pour faire fonctionner un système d'exploitation. Les personnes ont commencé au niveau des laboratoires de recherche, bien sûr pas au niveau de l'application parce que c'était encore prématuré, à réfléchir ce que pourrait être un ordinateur portable, léger, consommant peu d'énergie et donc disponible à grande échelle dans un but pédagogique. Les laboratoires américains savaient que le projet devait devenir international. Ce n'était pas du tout un projet prévu pour, en quelque sorte, une mainmise de l'anglais sur le monde entier, contrairement à ce que certains pourraient penser. L'idée, c'était un projet conçu de façon très généreuse pour que toutes les cultures puissent s'y intégrer. Donc il était important qu'il y ait dans chaque pays une association qui soit indépendante à la limite des autres. Alors, quand je dis c'est par pays, ça peut être aussi par zone culturelle. Par exemple, la francophonie peut être une zone culturelle, de même que la langue arabe est une zone culturelle pour un très grand nombre de pays. On pourrait imaginer un groupe OLPC catalan, qui serait une section, par exemple, d'un OLPC donc espagnol. Tout ceci, chaque pays décide de la façon dont il doit s'organiser. Ce n'est pas à d'autres pays d'organiser. Donc, il y a une très grande souplesse d'organisation. L'un des premiers travaux de l'OLPC de France a été de compléter un certain nombre de documents qui n'avaient pas encore été francisés et de faire en sorte que la francisation des logiciels qui sont sur cette petite machine soit à peu près à 99%. Donc l'objectif de ces associations, c'est de susciter des volontaires pour faire tout ce travail. L'idée prioritaire, c'était d'avoir une machine à très faible consommation. Un des intérêts, on le voit ici, c'est que normalement, on a une certaine autonomie. Cette machine consomme 2 fois moins que les petits ultra-portables que vous trouvez dans les grandes surfaces, puisqu'elle a été vraiment conçue pour ceci. Par exemple, les batteries ici, ce sont des batteries spéciales qui ont été conçues pour être les moins polluantes possibles, sachant que si cette machine est envoyée dans de nombreux pays, il n'y aura pas de système de recyclage et que probablement la batterie finira dans le marigot. Donc il faut que ce ne soit pas grave au point de vue environnement. Donc il n'y a pas de métaux lourds à grand risque. Ils ont voulu que les machines puissent être alimentées en 12 volts, tout simplement c'est que quel que soit le pays, il y a toujours au moins des camions qui passent à un moment ou à un autre. Donc l'idée, c'est d'utiliser des batteries d'automobiles classiques, même si ce ne sont pas les plus performantes, parce qu'on est sûr de pouvoir en trouver en secours. Alors parmi les aspects luxueux qui ne sont peut-être pas forcément indispensables, c'est cet écran rotatif. L'intérêt de l'écran rotatif, c'est qu'une fois qu'on a fait cette rotation, si on ne se trompe pas, et si on rabat l'écran, on a à ce moment-là une machine qui se présente comme ceci. Je n'ai pas fait la rotation dans le bon sens, il fallait d'abord rabattre les oreilles. Bon, à l'expérience, on va plus vite. Et on obtient une machine comme ceci, portable. Quel est le but? On transforme la machine en lecture de livres électroniques. Donc ça, c'était un petit peu une anticipation parce que le livre électronique, on en parle depuis longtemps. Je crois qu'on considère que le marché a décollé depuis quelques mois à peine. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de livres électroniques orientés pour les jeunes enfants et qui en plus soient à des prix très bas. Ceux-ci, ce sont des antennes Wi-Fi, donc bien décalées, donc avec une bonne écoute, mais en même temps, quand on les rabat, elles permettent de protéger les entrées USB. Donc dans un climat où il y a beaucoup de vent, par exemple vent de sable, mettons au Niger ou dans d'autres pays sahéliens, c'est une protection qui n'est pas inutile. Ce n'est pas étanche, mais ça réduit déjà la quantité de sable qui va encrasser les entrées. Tout ce qui conduit à une meilleure protection, même si ce n'est pas une étanchéité absolue, est bienvenu. Autre point très important et très caractéristique de cette machine, c'est son clavier, qui est un clavier donc étanche. Alors, ce n'est pas un clavier qu'on met dans sa baignoire, mais si il y a des gouttes d'eau qui tombent, si le sable s'accumule, on nettoie tout de suite. Donc, un tas de petits détails comme ceci qui font que la machine a été pensée pour être utilisée non seulement dans des climats extrêmes, mais aussi par de jeunes enfants. Ça, c'était la toute première machine qui est sortie, donc XO 1. Ensuite, il y a eu le XO 1.5. Le XO 1.5, c'est toujours la même structure, mais avec un processeur qui est à vitesse variable, et donc quand on a besoin de puissance, va aller éventuellement 2 fois plus vite,
mais consommait 2 fois plus. Pour la plupart des logiciels conçus pour cette machine, la vitesse et la puissance ne sont pas des facteurs critiques. Ce ne sont pas des machines faites pour faire des modélisations en 3 dimensions. C'est une machine faite pour résoudre des problèmes relativement simples. Il y a des études actuelles de XO3 qui sont faites avec probablement la sortie de prototypes dès l'an prochain et la sortie en grande série, on l'espère, en 2012. Donc là, c'est une tablette graphique, comme on en voit beaucoup d'autres actuellement qui sont en train certaines très célèbres qui sont sorties il y a quelque temps. Il n'y aura plus de clavier physique, ce sera un clavier purement logiciel, donc grâce à l'écran tactile. Et l'avantage, c'est que ça permettra de résoudre le problème des claviers dans de nombreux pays multilingues, typiquement un pays comme le Maroc, où potentiellement il faudrait 4 claviers. Le clavier arabe, bien sûr, pour la majorité de la population, le clavier français pour une bonne partie de la population dès le collège. Ensuite, le clavier anglais, souvent utilisé dans les entreprises. Et enfin, le clavier amazigh pour la culture berbère, qui est maintenant reconnu officiellement au niveau du Maroc. Donc l'intérêt de Sugar, c'est de faciliter l'utilisation de la machine. L'idée sous-jacente, c'est qu'il fallait que ce soit une machine qui soit très simple d'emploi pour les enfants. Il se trouve qu'actuellement, il y a un deuxième marché, entre guillemets, ce sont les seniors qui parfois ont certaines réticences à utiliser l'informatique. Pourquoi donc ces 2 catégories de population ont des problèmes? Il y a le problème des fenêtrages, des fenêtres. Les fenêtres, quand on regarde un bureau, enfin un ordinateur classique, on voit qu'il y a des petites fenêtres un peu partout. Pour les débutants, qu'ils soient très jeunes ou un peu moins jeunes, ça les déroute. Et finalement, la réflexion est intéressante parce qu'elle rejoint une autre réflexion qui avait été faite au niveau des logiciels et de définir 3 domaines en quelque sorte. Alors le monde, c'est bien ambitieux dans ce cas-là. Le monde au niveau d'un LPC, c'est ce qu'il peut voir grâce à ses antennes Wi-Fi. Donc le monde, c'est l'ensemble que vous voyez, des points qui apparaissent sur cet écran. Donc tous les émetteurs Wi-Fi accessibles potentiellement à ce niveau-là. Il y a une deuxième fenêtre qui, elle, est encore plus sélective. Ce n'est pas le monde entier, c'est uniquement la personne et ses amis. Ce sont les ordinateurs de personnes avec qui cet ordinateur a été en contact à un moment donné et avec qui il est prêt à reprendre contact dès que les personnes en question, et surtout leur ordinateur, seront dans le voisinage. Et ensuite, on peut aller voir, cette fois-ci, le personnage, donc lui-même, le propriétaire de l'ordinateur, ou du moins son utilisateur, et toutes les possibilités. Donc c'est ce qu'on a sur un bureau informatique. Donc on travaille avec beaucoup de petites icônes faciles à utiliser. Donc c'est quand même un système d'exploitation, enfin plutôt d'utilisation de la machine, qui est assez original et qui est très intéressant pour les jeunes enfants. La machine est une machine construite par des constructeurs tout à fait standards. Ce sont les mêmes constructeurs que ceux qui construisent les ultra-portables, donc ces petits ordinateurs que l'on voit partout dans les grandes surfaces et qui travaillent sur commande, mais ils ne vendent que par palette, ils ne vendent pas à la pièce. Par exemple, ça pourrait être un département français, une région du Maroc qui décide d'équiper tous les enfants d'une certaine classe d'âge de ce type d'ordinateur. Ce qui est important, c'est que les politiques soient au courant de tout ce qui existe et de l'importance de tous ces logiciels libres et ouverts qui sont disponibles. Parce que le problème au niveau de décision, c'est un problème politique dans le sens le plus noble du terme, en particulier à long terme. Est-ce qu'il vaut mieux, comment faut-il dépenser l'argent dédié à l'éducation? Est-ce qu'il faut éventuellement avoir un peu plus d'enseignants ou peut-être avoir moins d'enseignants, plus de machines? C'est un choix délicat. Donc c'est le problème d'optimisation des moyens qui sont offerts aux enseignants pour mieux utiliser leur temps.